L'actualité sur Dan Télévision, bienvenue à tous, voici le sommaire. Ils sont dans un état lamentable, abandonnés et servent d'habitat aux reptiles et autres animaux. Il s'agit de certains bâtiments des résidences universitaires. Une équipe de Dan Télévision est allée faire le constat sur le campus d'Abomey-Calavi. Lancement officiel ce samedi 18 novembre 2017 du plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 de l'archidiocèse de Cotonou. C'était à l'église Saint-Michel de Cotonou au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Rumbedi. Et puis les Jeux universitaires démarrent demain mardi 21 novembre 2017. 15 établissements d'enseignement supérieur et des centaines d'athlètes sont attendus à ces Jeux du sport universitaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les résidences universitaires Hassan II BIDB et KISS de l'université d'Abomey-Calavi se trouvent dans un état lamentable et abandonné. Une équipe de notre rédaction est descendue pour le constat. Reportage signé Aristide Setti et Damien Pedro. On se croirait dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Un tour dans les résidences universitaires Hassan II, BIDB et KISS. Et bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. À l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est ruine et poussière. Les toits perforés et au vent par les intempéries des nids aux chauves-souris, des mules lézardées. Les résidences universitaires Hassan II et KISS, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire et tout, on pense que non, que nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Hassan II. Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irresponsabilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre d'étudiants demandeurs de résidence universitaire ne cesse de s'accroître, il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, ou il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébite. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc. Donc, il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment à la belle étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre. Installation électrique et plomberie vandalisée. Murs lézardés, ce bâtiment BIDB est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abomey-Calavi. De ces bâtiments, il y a d'autres résidences qui sont à côté. Il y a les animaux dangereux qui peuvent venir ici et prendre par ici pour venir intégrer les autres résidences. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Ouais. Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'herbes. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abomey-Calavi, que vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On a parcouru tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celle étudiantine est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviewer les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plus tôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course-poursuite des étudiants par les reptiles. Constat assez déplorable et triste sur l'université.
C'est demain mardi que les sportifs de plusieurs établissements publics et privés de l'enseignement supérieur vont renouer avec les Jeux universitaires. 15 établissements publics et privés d'enseignement supérieur sont également attendus à ces Jeux. Suivons ici le reportage. Suspendus depuis quelques années, les Jeux universitaires du Bénin reprennent ce mardi 21 novembre. Pour informer l'opinion publique par rapport à l'organisation de ces Jeux, le directeur de cabinet du ministère des Sports et le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSCU, étaient ce jeudi face à la presse à la salle du CODI de l'Office de gestion des stades du Bénin, OGSB. Nous sommes là pour vous annoncer officiellement que le championnat universitaire va démarrer. Vous savez très bien que c'est l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui s'occupe de ce volet-là. Et donc, dans quelques jours, les étudiants de nos universités publiques et de nos universités privées auront la chance de pratiquer et de nous montrer ce dont ils sont capables en matière de sport. Ce sera l'occasion pour nous également d'identifier et de détecter des talents afin que nos équipes nationales puissent avoir le renfort qu'il faut, car désormais, le sport constitue pour nous un précieux levier de développement. Comme je l'ai annoncé, l'OBSCU va assurer le leadership en matière de déroulement de ce championnat-là. Donald Alexis Sakako, directeur général de l'OBSCU, revient sur les détails de ces Jeux universitaires qui connaîtront la participation de 1000 athlètes et plus d'une centaine d'officiels. Donc pour cette édition des Jeux universitaires de 2017, nous aurons au total 15 universités, environ 1000 athlètes qui vont s'affronter dans 3 disciplines. Nous avons le football, le basket et le handball. Au cours de ces Jeux, nous aurons à sélectionner, comme l'a dit le DC, nous aurons à sélectionner les talents qui sont dans nos universités publiques comme privées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réussi à assurer l'affiliation de l'OBSCU au niveau des instances faîtières du sport scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une équipe nationale universitaire. Nous avons besoin d'avoir une équipe dans chaque discipline pour pouvoir compétir au plan régional et international. Le lancement officiel de ces Jeux par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, sera précédé d'une caravane qui partira du carrefour Sika Toyota pour atterrir au niveau des aires de jeu du stade général Mathieu Kékou le mardi 21 novembre. Lancement officiel ce samedi 18 novembre 2017 du plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 de l'archidiocèse de Cotonou. C'était à l'église Saint-Michel de Cotonou au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Humbedji. Ce plan quinquennal d'une centaine de pages vise à renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité et le rayonnement des paroisses, entre autres. Carole Olaye, Damien Pedro pour le reportage. Célébration eucharistique pour mettre à la disposition des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Cotonou le plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 qui consacre une nouvelle ère de gestion de l'archidiocèse que dirige l'archevêque Roger Humbedji. Ce document de 111 pages comporte les missions, visions et changements pastoraux pour les 5 prochaines années à venir. Véritable instrument de travail, il va permettre de renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité et le rayonnement des paroisses, ainsi que la pérennisation des structures éducatives, sanitaires et socio-culturelles de la communauté catholique de l'archidiocèse de Cotonou. Par ce plan, nous voulons, au nom de notre foi au Christ, donner un nouveau visage à notre archidiocèse. Nous voulons construire une église famille de Dieu, une église famille de Dieu convertie à l'évangile de Jésus-Christ, une église famille de Dieu engagée au service de tout homme
et de tout l'homme. La bonne exécution des différentes activités pastorales contenues dans le plan stratégique d'action va promouvoir la foi, la communion fraternelle, la bonne gestion des ressources financières au service de Dieu et l'ordre administratif en vue de conduire le peuple de Dieu à une vie chrétienne plus responsable. Des valeurs sur lesquelles ont porté les lectures et évangiles du jour et sur lesquelles s'est également appesanti l'archevêque Roger Humbedji dans son homélie. La marche à la suite du Christ exige que nous soyons aux prises avec le réel au quotidien. La seule condition pour permettre à notre foi de s'enraciner en profondeur, de mûrir et de porter du fruit. La suite du Christ exige un abandon de nous-mêmes dans les mains de Dieu, ce qui est un acte de foi réel, en ce sens qu'il suppose un réel renoncement à soi-même. À la fin de cette célébration eucharistique, les membres de l'équipe projet qui accompliront les tâches nécessaires à la mise en œuvre des actions et projets contenus dans le plan stratégique d'action pastorale se sont engagés devant la communauté chrétienne présente à assurer avec efficacité et dévouement les missions à eux confiées. C'est une visite qui devra générer bientôt un partenariat entre le Japon et la Fondation Sievra. C'est celle de l'ambassadeur du Japon près la République du Bénin, notée ce vendredi au Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines Sievra, Sisaglo Djibé. Le diplomate y a découvert l'agriculture bio dans laquelle s'est expérimenté le centre. Il a aussi visité en compagnie de son hôte, l'honorable Claudine Prudencio Afiavi, les locaux des médias qui héberge le centre, à savoir la radiodiffusion Diaspora FM et la télévision Eden TV. Passage obligé aussi pour cette délégation, l'hôtel de ce centre. Suivons ici les impressions de l'ambassadeur suivi de celle de l'honorable Claudine Prudencio. Je me suis très étonné de savoir que cette fondation est très sophistiquée parce que le maraîchage, il y en a beaucoup de technologies ici. Et madame m'a expliqué les activités de fondation, par exemple, de formation de maraîchage au peuple paysan. Je suis visité à la champ de mariage. C'est très bon. Par exemple, on n'utilise pas d'engrais chimiques. Aussi, on n'utilise pas d'insecticides. C'est très bon. Il y a toujours, on utilise par exemple le Nîmes. C'est très facile pour le paysan béninois de l'utiliser pour l'augmentation de la production agricole, n'est-ce pas? Et ici, la formature a bien transféré de cette technologie aux paysans. C'est très important. Je pense qu'il y en a beaucoup de possibilités de notre collaboration. Mais, au premier temps, c'est très facile de démarrer de notre collaboration, c'est-à-dire la diffusion du programme d'anime japonais par votre studio. J'ai amené l'ambassadeur ici aujourd'hui pour qu'il voit ce que le Japon peut faire avec la Fondation Espace Afrique, ce que le Japon peut faire avec le groupe de presse Eden TV et la radio Diaspora FM et aussi le groupe Pétroline, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que nous sommes là. L'ambassadeur a fait la visite, on a visité la télé, la radio, l'hôtel de la Fondation, les jardins et autres. Et l'ambassadeur a bien vu que nous faisons que l'agriculture bio ici à la Fondation et il est vraiment content. Parlons maintenant de la célébration au Bénin ce 17 novembre de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les réflexions adossées à cette journée ont porté sur la déontologie de cette médecine, la préparation et la conservation des médicaments traditionnels, entre autres. À cette occasion, les acteurs de la médecine traditionnelle ont mis l'accent sur le caractère inopportun de toute action ayant pour but de comparer cette médecine à celle moderne. Reportage.
faire l'état des lieux de la médecine traditionnelle en République du Bénin et analyser ses perspectives pour trouver des solutions adéquates, c'est l'objectif principal visé par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé en organisant cette cérémonie officielle de lancement de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Le président de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, Anapramitrab, Gabriel Salavi, revient sur les objectifs spécifiques de la dite journée. C'est donc l'occasion pour nous d'élaborer un programme de mission de formation technique sur les thèmes ci-après. A. La déontologie de la médecine traditionnelle. B. La cueillette, le séchage et le stockage des plantes médicinales. C. La préparation et la conservation des médicaments traditionnels. Pour Roch Huihen, coordonnateur du programme national de la pharmacopée de la médecine traditionnelle, l'on ne doit pas faire la comparaison entre la médecine moderne et celle traditionnelle. La médecine moderne et la médecine traditionnelle n'ont rien en commun, si ce n'est l'objectif final qu'est la santé. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir établir une comparaison, mais il faut savoir tirer parti des bénéfices que chacune d'elles peut nous apporter. Conscient de l'importance de la médecine traditionnelle dans le continent africain et convaincu de la richesse que regorgent les plantes, les racines et les écorces, le représentant du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin a souligné que son institution a très tôt encouragé les pays à envisager l'intégration de la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans leur politique sanitaire. Au cours des années passées, la collaboration entre les médecins et les praticiens de santé a été renforcée à mesure que les pays continuent d'intégrer ces praticiens dans les soins de santé primaires. Dans certains pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, les structures de médecine traditionnelle ont été mises en place. Lucien Tokor, directeur de cabinet du ministère de la Santé, représentant le ministre, avoue que le recours à la médecine traditionnelle est une réalité universelle. Cette pratique médicale a été utilisée depuis l'existence de l'humanité dans tous les pays. Malgré l'insuffisance des preuves sur son efficacité, la médecine traditionnelle est utilisée par 80% de la population pour le traitement de plusieurs maladies. Pour cette 15e journée, des matériels sont offerts aux praticiens de la médecine traditionnelle. Rappelons que le programme d'action du gouvernement a prévu une implantation d'un centre de recherche de médicaments traditionnels au Bénin. Et avant de boucler cette édition, un sujet qui n'intéresse peut-être pas tous les parents d'élèves, c'est celui de la motivation des écoliers, collégiens, collégiennes. En tant qu'élèves, combien de fois n'a-t-on pas eu envie d'être encouragé et ou récompensé pour un effort fourni, un résultat probant obtenu? C'est de cela qu'il est question 2 mois après la reprise des cours, j'allais dire, dans plusieurs établissements. Comment motiver les apprenants au travail? Quel rôle pour les parents d'élèves? Écoutons les réponses de certains enseignants de l'Okosa, département du Molo, propos recueillis par Jonas Boti. Beaucoup de parents ne comprennent pas le rôle du suivi et de la motivation des apprenants à l'école. Ils ne le savent pas. Ça agit sur le rendement de leurs enfants et c'est lorsque l'enfant échoue qu'il se réveille au dernier moment pour comprendre que pourquoi mon enfant a échoué et il ne commence pas à courir. Aujourd'hui, école égale argent. Si tu mets de l'argent quelque part, il faut aller vérifier ce qui se passe là-bas. Il y en a carrément qui pensent que le miracle va venir, tous les ans l'enfant doit passer sans suivre l'enfant. C'est un peu mauvais. Chaque enseignant fait de son mieux pour qu'il y ait un meilleur résultat. Mais le papa en retour doit jouer un autre rôle, à part le rôle d'éducation. Il doit inciter son enfant à un travail bien fait. Il doit suivre l'enfant quand il revient à la maison. Est-ce qu'il apprend régulièrement ses leçons? Est-ce qu'il fait correctement ses exercices? Et promettre à l'enfant, par exemple, lorsqu'il va travailler, qu'il va lui acheter un vélo, par exemple, qu'il va lui faire un cadeau. La motivation passe par, bien sûr,
la responsabilisation de ces enfants-là, d'accord, tu vois, tu es capable d'atteindre tel objectif, tu peux autant que celui qui est premier de la classe, et toi aussi tu peux être ceci, fais un petit effort, et dès que tu atteins cet objectif, moi je suis prêt à t'accompagner dans ceci. Et à chaque fois que l'enfant fait un petit effort, même s'il n'atteint pas l'objectif que vous visez, vous pouvez déjà commencer par dire, bon d'accord, tu n'as pas atteint ça, mais je te gratifie de ceci, si tu peux toujours atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble, là, je pourrais faire ça. Avec ça, les enfants, ils prennent goût au travail. Ce n'est pas une façon de les corrompre, mais c'est une façon de les amener à faire ce qui est de leur devoir. Il faut qu'on travaille quand même. Moi, j'ai un oncle, ce qu'il fait d'habitude, lorsque vous avez au-delà de 10, vous avez de 10 à 12, par exemple, vous n'avez rien. Mais lorsque vous avez, par exemple, de 13 à 16, vous prenez 100 francs pour la note qui s'ajoute à 13. Et ça motive l'enfant. Et il organise entre eux comme ça une cotisation. Il a 18, donc il prend finalement 600. C'est-à-dire qu'il y a 6 points qui se sont ajoutés aux 12 qu'on a fixés. Donc c'est une forme de motivation qu'on peut faire aux enfants et les amener à aller plus de l'avant. Oui, je crois que c'est même la meilleure méthode, hein, plutôt que de penser au châtiment qui fait de vous un bourreau des enfants. Motiver les enfants, c'est essayer bien sûr de faire de toutes petites promesses à ces enfants-là et qu'il faut honorer, et bien sûr de temps en temps, pour que vous ne paraissiez pas comme un parent un peu pas trop sérieux. Motiver, c'est peut-être faire une promesse avec cet enfant-là. S'il obtient telle note, vous pourriez bien sûr être amené à lui acheter telle chose, ou bien lui faire une surprise d'un cadeau pour peut-être une progression qu'il a faite en classe. Vous lui faites une surprise pour dire il en sera toujours ainsi s'il continue de travailler de cette façon. Avec les enfants, il ne s'agit pas d'être bourreau, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut dialoguer plutôt avec eux. Il faut dialoguer avec ces enfants-là, leur montrer qu'ils sont responsables maintenant et qu'ils peuvent eux-mêmes se prendre en charge. Il faut les mettre en confiance. C'est surtout ça qu'il s'agit. On peut aussi les soutenir par les conseils, par l'écoute. Généralement, ils sont tous absents. On revient à la maison, tu as appris tes leçons, vous avez mangé, le papa va se coucher et à la fin de l'année, il s'étonne que l'enfant échoue. Il faut trouver du temps pour ses enfants. Nous devons passer du temps avec nos enfants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur UDN Télévision.